on a des performances qui vont d'aller augmenter du chiffre d'affaires sur une période jusqu'à 200% d'impact. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet du retail média et de la monétisation des audiences pour générer du revenu. La question qu'on peut légitimement se poser est quels défis doivent relever les e-commerçants et les retailers, les enseignes de distribution, pour exploiter de manière optimale les opportunités du retail média. Pour répondre à cette question, je suis accompagné de Gwenola Kwako, directrice retail média chez Kingfisher, plus connue en France par ses enseignes Castorama et Brico Dépôt. Bonjour Gwenola, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci Cédric. Est-ce que tu peux te présenter, Gwenola, et nous parler de ton parcours avant Kingfisher ? Donc, je suis Gwenola Kwako, je suis directrice de Kingfisher Retail Media. Kingfisher, c'est 2 enseignes connues du grand public en France au travers de Castorama et Brico Dépôt. C'est 220 magasins et 2 sites e-commerce qui permettent de couvrir à peu près 20% des foyers français. Mon rôle aujourd'hui, c'est de développer et accélérer les revenus monétisation. J'ai rejoint le groupe il y a à peu près 1 an. Et avant, j'ai un parcours d'un peu plus de 20 ans au sein d'AdTech spécialisé dans le retail média ou d'entreprises plutôt agences, conseils comme Catalina Marketing. Et donc j'arrive avec ce background chez Kingfisher pour justement développer cette activité. Et pour l'anecdote, j'ai rejoint le monde du bricolage après avoir passé pas mal de temps dans plutôt l'univers de la food et surtout après avoir rénové une maison et donc appris ce qu'était une cheville molly ou autre jargon spécifique au bricolage. Parfait. Donc tu fais partie de celles et ceux qui ont pas mal bricolé pendant le Covid ? Post-confinement. Post-confinement. Parfait. Alors peut-être on va commencer par une question pour les auditeurs qui sont les plus curieux et qui connaissent pas forcément ce qu'est le retail média. Est-ce que tu peux nous expliquer avec des mots simples pour les novices qu'est-ce que c'est le retail média ? Le retail média, concrètement, c'est la possibilité pour des industriels de communiquer sur leur marque dans des enseignes de grande distribution, si je le fais de manière très simple. Ok. Donc en fait, c'est l'évolution de la publicité chez les commerçants, chez les e-commerçants. On peut en effet transposer une tête de gondole qu'on pouvait voir quand on était en magasin à un produit sponsorisé ou à un display qui peut arriver sur les sites de Castorama ou de Brico Dépôt. Très clair. Alors moi j'ai une première question pour toi concernant la régie Kingfisher Retail Media. Pourquoi la création d'une régie et de Kingfisher Retail Media, donc c'était en 2023 je crois que vous avez lancé. Quel a été le rationnel ? Pourquoi vous êtes lancé dans ce sujet ? Donc déjà, c'est Romain Rouleau, qui est le directeur général de Kingfisher Retail Media, qui a vu le potentiel de cette activité en France, qui a déjà eu l'occasion de le travailler dans ses enseignes précédentes. Qui a recruté il y a déjà quelques années une personne qui est Marie-Lise Gomez qui était un peu seule à gérer cette activité. On a identifié qu'il y avait du potentiel de croissance grâce notamment à des accompagnements de cabinets comme Auréa et il a été décidé de créer une entité juridique séparée donc qui est l'entreprise Kingfisher Retail Media pour avoir un positionnement neutre vis-à-vis des 2 enseignes Castorama et Brico Dépôt qui ont 2 modes de fonctionnement séparés et pour justement scaler cette activité et accélérer la croissance de revenus publicitaires incrémentaux pour nos enseignes. Sachant que notre CIO Thierry Garnier a posé une trajectoire sur ces revenus-là en fixant un objectif d'atteindre à peu près 3% de la GMV en revenus retail média. Donc GMV, l'ensemble des ventes qui sont réalisées sur vos sites et en magasin, j'imagine ? Exactement, par des industriels qui sont en stock dans nos enseignes ou par des vendeurs marketplace. Ok. Et on entend beaucoup aujourd'hui sur le marché, tout le monde parler de retail média, de l'opportunité du retail média, le nouveau Far West, la 3e vague du digital. Il y a plein de mots pour le qualifier. Aujourd'hui, quand tu lances une régie, une nouvelle forme de régie retail média en 2023 pour Castorama et Brico Dépôt, c'est quoi la proposition de valeur que tu amènes sur le marché ? On amène une proposition de valeur qui est toujours autour de la donnée. Quand on pense retail média, ça doit être toujours autour de la donnée. Donc on est là pour analyser nos clients. Qui sont les clients de nos enseignes ? Quelles sont leurs spécificités ? On est dans le monde du bricolage, donc quels sont leurs projets ? Et donc de réussir à créer finalement des segmentations clients, des profils clients qui vont intéresser des industriels qui vont pouvoir positionner leur marque au sein du projet des clients de nos enseignes.
Ok. Et ça, sur le marché, aujourd'hui, vous êtes beaucoup à le faire ? Alors, dans le monde du bricolage, aujourd'hui, finalement, c'est assez naissant cette activité. Donc, on a un gros sujet d'acculturation à la fois des industriels, à la fois de l'interne, de nos enseignes. Et on est concrètement 2 ou 3 acteurs aujourd'hui sur cette verticale-là à adresser le sujet. D'accord. Donc, si je comprends, si je suis une marque qui vend des produits de bricolage, que je sois vendu chez Castorama, chez Brico Dépôt, ou que je sois un vendeur de la place de marché, en fait, Kingfisher Retail Media m'offre la possibilité de pouvoir faire de la publicité sur vos sites. Alors, en effet, Kingfisher Retail Media offre différentes possibilités. Comprendre les consommateurs de nos enseignes et le potentiel de croissance que on va pouvoir offrir aux industriels à travers leur performance en magasin, leur performance en ligne. Et on offre également la possibilité, bien évidemment, de mettre en avant leur marque au travers d'une palette de solutions qu'on a développées et qu'on continue à développer au fur et à mesure de notre croissance. Et un point aussi important derrière tout ça, et ce qui est nouveau finalement pour ces industriels-là, c'est qu'on est dans la capacité de mesurer l'impact des dispositifs que l'on a mis en place. Et finalement, ça, ils ne l'ont jamais connu au sein de nos enseignes. Très clair. Je vais te poser une question peut-être un peu tricky, mais par rapport à des acteurs comme Amazon, qui font aujourd'hui du retail média et qui offrent des possibilités publicitaires, quelle va être la différence ou la supériorité de l'offre de Kingfisher Retail Media ? Alors en effet, elle est un peu tricky la question, je confirme. Amazon a créé ce marché du retail média, donc ils sont mécaniquement extrêmement avancés en termes d'indicateurs de performance et d'accompagnement des industriels. Là où nous, on va faire la différence, c'est qu'on a des magasins. Et on est les seuls aujourd'hui, avec bien évidemment d'autres enseignes du bricolage, mais en comparaison de pure players comme Amazon, on est les seuls à avoir une capacité d'aller influer le comportement d'achat en magasin. Et on sait que dans le monde du bricolage, on a beaucoup de clients qui vont aller visiter nos sites pour aller rechercher, s'inspirer, mais qui vont convertir en magasin. Et nous, dans le retail média, c'est ça notre spécificité et notre apport, c'est une capacité à reconsolider aussi les comportements d'achat web avec les performances en magasin. Elle n'est pas si tricky cette question. Oui, finalement pas mal. C'est intéressant parce que chez Auréa, on voit, en étant exposé à pas mal de marques, justement qu'il y a quelques années, Amazon faisait partie des seuls qui étaient des seuls acteurs majeurs sur le retail média, enfin des seuls acteurs importants et massifs sur le retail média, et qu'en fait depuis 5 ans, ce qu'on voit, c'est beaucoup d'e-commerçants, beaucoup de distributeurs qui sont en train justement d'aller sur ce sujet-là pour pas laisser la place uniquement à Amazon. Et peut-être pour aller dans ce sens-là, moi je suis rentrée chez Criteo il y a 6 ans pour développer l'activité retail média, ou même 7 ans. Et en effet, on était dans une phase où on était là pour faire en sorte que les e-commerçants comprennent l'intérêt d'aller dans le retail média. Je pense que ce travail-là, maintenant, il a été fait et qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de on y va, mais comment on y va ? Donc il n'y a plus de doute sur le fait d'y aller. Justement, on parle de clients. Qu'est-ce qu'ils disent les clients quand ils travaillent avec vous ? Qu'est-ce qu'ils aiment aujourd'hui dans le fait de travailler avec une régie qui est adossée à un retailer comme Castorama ou Brico Dépôt ? Je pense qu'on a changé le prisme que l'on a avec les industriels. Et je parle d'industriels, pas forcément de clients. Le prisme historique d'une enseigne, c'est de parler de fournisseurs, quand il parlait des industriels. Aujourd'hui, nous, on parle de clients ou d'annonceurs. Donc finalement, on a changé notre approche avec eux et on a une approche qui est plus servicielle qu'elle ne l'était par le passé. Donc je pense qu'on est là aussi pour accompagner à une transformation et une collaboration différente avec les industriels. Donc ça, c'est quelque chose de neuf. On est là pour aider à résoudre des irritants, notamment sur l'e-commerce, et de fluidifier un peu la relation avec l'enseigne. Donc au-delà de leur vendre finalement des campagnes publicitaires, on vient aussi aider à accélérer des pain points qu'ils ont connus historiquement avec nos enseignes. Et quand tu parles justement d'irritants, ça veut dire que tu dois réussir à les lever ces irritants et à créer de la valeur pour les clients, pour les marques, les industriels. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous partager quelques exemples de succès que tu as eu dans les différentes collaborations avec certaines marques, sans forcément les citer ? Je peux citer des marques, celles où on a des use cases, qui sont disponibles sur le site web. Je pense à un Bosch ou je pense à un DeLonghi, un site web d'ailleurs qui a été développé par Auréa.
Concrètement, là où on a été les accompagner, c'est réussir à créer des temps forts pour eux, créer de la visibilité et augmenter bien évidemment des ventes sur le web et en magasin. Donc on a des performances qui vont d'aller augmenter du chiffre d'affaires sur une période jusqu'à 200% d'impact sur leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un exemple de use case qui est facilement accessible. Un autre exemple de use case pour une marque plus petite qui n'était pas forcément considérée en interne par le passé, parce que c'est pas une gros chiffre d'affaires avec notre enseigne, on a aidé à acculturer cette marque-là et on l'a aidé pour la première fois à accéder à de la visibilité en ligne et à de la mesure d'impact. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai game changer pour ce type de marques qui sont plus petites, moins vues et moins visibles de manière générale par nos clients. Ça, c'est un beau succès de pouvoir justement offrir à des marques qui ne sont pas habituellement considérées ou qui ne sont pas parmi les plus gros fournisseurs, de leur offrir des armes pour se battre et émerger dans les parcours clients. Ça, c'est ce que permet le retail média, c'est ce qu'a permis d'autres acteurs justement en offrant des services qui sont aussi utilisables de manière autonome. Aujourd'hui, petite question technique, Kingfisher Retail Media, c'est plutôt self-service, c'est plutôt managed service. On en est où là-dessus ? On pourrait offrir du self-service à nos industriels. Aujourd'hui, j'ai fait le choix en tout cas d'arrêter la partie self-service sur les plateformes technologiques parce que nos clients ne sont pas encore tous suffisamment matures pour être autonomes. Ce qui voulait dire que quand on lançait des campagnes et qu'on leur laissait en toute autonomie, elles n'étaient pas optimisées telles qu'elles devraient l'être. Et aujourd'hui, on est toujours dans une logique de je dois ajouter des mots-clés, je dois augmenter mon nombre de catégories qui sont présentées pour présenter les marques. Et donc là, on a une équipe pour le faire, on a des campaign managers qu'on est en train de structurer, toute une équipe. Et il est préférable du coup de passer en managed services. Ensuite, là, on va se déployer auprès des sellers, les marchands de la place de marché. Et bien évidemment, eux ont plus de pratiques sur l'activité retail média au travers déjà des retailers sur lesquels ils se sont lancés. Et là, on va relancer l'activité en self-service. Ok. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, très concrètement, je suis une marque, j'ai envie de faire de la publicité ou de mieux connaître mes clients ou mieux connaître les audiences de Castorama ou de Brico Dépôt. Je contacte quelqu'un à la régie et après on s'occupe de moi, c'est ça ? Exactement. On peut avoir une prise de contact au travers de notre site web où on a tout un formulaire de prise de contact ou nous appeler directement et on a bien évidemment une équipe pour répondre aux enjeux et problématiques des industriels. Canon. Quand on monte une régie publicitaire avec de telles ambitions, forcément, on rencontre des défis, il y a des embûches sur le chemin. Qu'est-ce qui t'a marqué dans la constitution du projet ? Quels ont été les gros défis que tu as eu à relever ? J'en citerai peut-être deux des défis. Il y a forcément des défis liés à notre organisation. Le fait de réussir à collaborer avec des services qui n'ont pas forcément la maîtrise et la compréhension des univers digitaux, de ce qu'est le retail média. Et donc, il faut réussir à s'entendre, à collaborer et à faire en sorte qu'on porte des projets de manière commune. Ça, c'est de commun. Ça, c'est un premier défi. Donc, il est organisationnel à la fois vis-à-vis des enseignes, et il est aussi organisationnel interne parce que ça veut dire recruter des talents. Et donc, c'est aussi s'assurer qu'on arrive à embarquer correctement dans notre équipe. Et le deuxième que je dirais, mais qui est plutôt dans ce cadre-là personnel, c'est qu'on a créé une entreprise, on a créé une entité juridique légale, une convention qui est différente de celle de Castorama. C'est toute une nouvelle façon de penser, façon de faire qu'il a fallu embarquer aussi au sein de nos enseignes. Tu t'attendais pas à créer une start-up quand tu as rejoint Kingfisher, c'est ça ? Non, et en même temps, c'est ce qui est génial comme challenge, c'est d'avoir cette possibilité de partir de zéro, de créer tous les process, de tout créer. Et c'est ce qui rend aussi vertigineux ce projet-là, parce qu'il y a tout à mettre en place et il y avait un existant, mais qu'on retransforme en étant indépendant. Et est-ce qu'il y a d'autres initiatives aujourd'hui dans le groupe Kingfisher, dans d'autres pays, sur d'autres enseignes, où la France est le seul pays qui fait du retail média ? Alors, on est les premiers à s'être lancés, on est les premiers à vraiment accélérer cette activité. On a développé un centre d'excellence en Europe dont je fais partie et où on a d'autres parties au sein du groupe qui sont là, où on est là pour accélérer les best practices, accélérer les partenariats technologiques que l'on peut faire aussi au sein de tous les pays. Et donc, on a des initiatives qui sont déjà pas mal démarrées chez B&Q au UK et en phase de démarrage chez Screwfix.
Gwenola, quel conseil tu pourrais donner à des e-commerçants ou à des enseignes, alors forcément pas concurrentes, des enseignes d'un autre secteur, qui voudraient saisir cette opportunité retail média, qui ne l'ont pas encore fait ou qui l'ont fait un petit peu? C'est quoi le conseil que tu as envie de leur donner aujourd'hui? Moi, je dirais qu'il faut démarrer par bien comprendre ses clients et bien comprendre la donnée à laquelle on a accès. Tous nos sujets retail média, ils sont forcément liés à la donnée transactionnelle en magasin, sur le web, la donnée de parcours d'achat. Et il faut réussir à bien le comprendre pour réussir à mieux cibler et mieux analyser les performances des dispositifs. Donc la première clé, c'est d'analyser les clients et d'analyser la donnée à laquelle on a accès. La deuxième clé, je dirais, c'est ne pas avoir peur d'essayer, se lancer et optimiser au fur et à mesure. J'aime bien l'approche qui est hack, pack, stack. On se dit, voilà, on hack, on crée quelque chose, on voit si ça marche. Peut-être qu'on ne se dote pas tout de suite de la meilleure technologie. Ensuite, on se crée un package, on crée un peu l'offre. Et ensuite, le côté stack, c'est, ok, je me dote des bonnes technologies pour me permettre de scaler, d'accélérer mon activité, ou des bons partenaires d'ailleurs pour organiser et accélérer tout cela. Hack, pack, stack. Ça, c'est un bon triptyque que je ne connaissais pas, qu'on va garder en tête. Et cette méthode, du coup, tu l'as utilisée, toi, pour monter la régie de Kingfisher? Oui, je confirme qu'on l'a utilisé. On est toujours en cours d'utilisation. On est à quelle phase alors? Est-ce qu'on est au hack, au pack, au stack? Ça va dépendre des sujets en fait. Il y en a plein. Sur la partie organisationnelle, on est peut-être arrivé dans la partie stack où on a créé une régie et où on commence à avoir pas mal de profils différents qui rejoignent la régie. Sur la partie données, on est peut-être dans la phase pack parce qu'il y a encore des choses qu'on doit aller chercher et optimiser pour créer des segments, pour les rendre accessibles de manière autonome. Donc en fait, on a plein de sujets. Et sur chacun des sujets, on a des phases qui sont différentes et progressivement, l'idée c'est d'arriver à un Walmart Connect ou à un Amazon et pour ça, il faut se donner une trajectoire de 4-5 ans. 4-5 ans. Donc ça doit faire réfléchir aussi ceux qui se lancent, qui pensent que c'est quelque chose peut-être d'automatique. Moi, ce que j'entends quand tu nous racontes ton expérience, c'est qu'il y a l'intention et puis ensuite il y a la réalité où il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y a les équipes, il y a les outils, il y a les offres à monter. Et donc ça, c'est quelque chose qui prend du temps, et pour lequel on a besoin de se confronter avec le marché. C'est un secret pour personne, Gwenola. On a travaillé ensemble, Kingfisher et Auréa, pour monter cette régie. On vous a accompagné sur certains points. Moi, j'aimerais bien que tu puisses nous dire quels ont été les points forts de notre collab, pour comprendre qu'est-ce qui t'a aidé dans la mise en place de la régie. Déjà, pour évoquer le sujet Auréa, pour moi, c'était la première fois que je travaillais avec des cabinets externes ou des agences conseils externes. Et c'était génial de pouvoir être confronté à des personnes qui ne sont pas totalement dans notre entreprise, mais qui sont là pour nous aider à accélérer les choses. Et je trouve que c'est un apport d'expertise, de valeur ajoutée que je n'avais pas pu connaître dans mes précédentes expériences. Et un facteur d'accélération non neutre. Si je devais citer deux facteurs d'accélération sur lesquels on a pu collaborer, on a toute la partie organisationnelle dans le sens acculturation. Je l'ai dit, quand on crée une régie, ça demande à expliquer à tout le monde pourquoi on crée une régie. Ça veut dire quoi le retail média? C'est quoi les indicateurs digitaux? Sachant qu'on parle à des personnes qui ont plutôt l'habitude, c'est pas péjoratif de dire, de pratiquer le carrelage et donc d'être sur des indicateurs qui n'ont rien à voir avec les indicateurs du digital. Et donc du coup, Auréa nous a beaucoup accompagnés sur la création d'une formation et sur la création d'ateliers de bonnes pratiques entre des équipes commerciales de nos enseignes et les équipes régie retail média. Et créer une formation, ça demande énormément de temps, énormément de connaissances et d'expertise que je n'aurais pas pu dédier de la même hauteur. Et puis ensuite, il y a aussi l'approche de quand c'est quelqu'un d'externe qui le fait, qui le promeut et qui l'évoque, ça a beaucoup plus d'impact que si c'est quelqu'un de l'interne qui va évoquer le sujet. Donc ça, c'est le premier point sur la partie acculturation organisationnelle. Le deuxième que j'aimerais évoquer, c'est sur une partie dynamique commerciale ou en tout cas nouvelles solutions qu'on a développées ensemble. Un des gros facteurs clés de succès qu'on a connus, c'est que quand on a décidé de créer la régie, on a travaillé ensemble à créer des solutions et à répartir les inventaires entre ce qui est dans des contrats entre des fournisseurs et une enseigne, qu'est-ce qui est plutôt vendu par la régie retail média, et où est-ce qu'on a des potentiels de croissance. Et ensemble, on a identifié un potentiel de croissance côté plutôt enseigne dans ces cadres-là, en créant une nouvelle solution qui s'appelle les coachs de marque, et où on a créé le métier, créé l'organisation, créé les supports de vente,
créer le pricing. Et tout ça, on l'a bossé de manière collaborative. Et qui est un succès aujourd'hui au sein de nos 2 enseignes et déployé auprès de plusieurs industriels. Tu as parlé de coach de marque, je trouve intéressant de faire peut-être un focus là-dessus. Est-ce que tu peux expliquer le principe du coach de marque et quelle valeur il apporte à tes clients ? Donc ça a plein de noms, le coach de marque, ça va dépendre des enseignes, ça existe déjà dans d'autres enseignes. Chez Amazon par exemple ou chez Carrefour, si je ne me trompe pas, ils parlent d'10 collaborateurs. Le principe, c'est d'avoir un point de contact dédié au sein de nos enseignes Castorama et Brico Dépôt qui permet d'accélérer la croissance des industriels. Et ce point de contact-là, dédié, il répond aux enjeux de l'industriel, que ce soit des enjeux sur le digital, contenu des fiches produits, contenu des pages marques, que ce soit lié à des problématiques de stock ou que ce soit lié à des problématiques de facturation. Et en fait, d'avoir un point de contact unique permet à un moment d'accélérer tous les sujets au sein de nos enseignes. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu es arrivé chez Kingfisher ? Toi, tu venais pas du retail, tu venais d'une adtech, donc autre ambiance. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur quand tu es arrivé chez Casto ou chez Brico ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué ou quelque chose que tu as envie de partager aux auditeurs ? Alors, je vais citer Brico Dépôt dans cette anecdote. Tout le monde a un Teddy avec écrit Brico Dépôt 30 ans derrière son nom, une veste. Et en fait, c'est très marquant quand on arrive au siège de Brico Dépôt parce que tout le monde le porte avec grande fierté et ça rend une dynamique et une image que je trouve extrêmement sympa pour l'enseigne. Et du coup, tu n'avais pas ton Teddy le premier jour, c'est ça ? J'ai pas eu mon Teddy le premier jour, mais j'ai pu l'avoir quand j'ai fait des interventions avec eux. Pour continuer sur la collaboration qu'on a eue ensemble, quels ont été les éléments où tu as eu plus ressenti le besoin en fait, de travailler avec un partenaire externe plutôt que de se dire je le fais en solo, je le fais en interne ? Ça, c'est intéressant de comprendre quels sont les ressorts en fait, à vouloir bosser avec des externes. Ça nous aidera à comprendre aussi et à imaginer ça sur d'autres clients. Je pense que c'est un énorme facteur d'accélération de pouvoir travailler avec des cabinets externes. C'est un facteur d'accélération sur donner de la visibilité, par exemple, à la régie. Il y a 2 exemples que je peux donner autour de ça. Vous nous avez créé un site web visible de la part de nos industriels sur lequel on peut communiquer, relayer des use cases, etc. Ça, c'est un premier facteur d'accélération où jamais en interne, j'aurais eu le temps, l'énergie, ni même les compétences internes de développer un site web. On l'a créé surtout en 7 jours. Et on l'a créé, c'était ça gros challenge. Le challenge. Exactement. Le deuxième challenge qui est aussi lié à cette visibilité-là, c'est m'accompagner à créer la page web de Welcome to the Jungle. C'est des projets annexes à notre activité, mais qui sont des gros facteurs d'accélération dans notre capacité à recruter, dans notre capacité à relayer les valeurs, la culture de l'entreprise qu'on veut donner. Donc ça, c'est des éléments de visibilité et qui sont plus simples d'externaliser que de le faire en interne. Et ensuite, c'est confronter nos idées. On est un peu seul en fait quand on est patron d'une entreprise. Alors je me considère comme patron d'une entreprise au sein d'un gros groupe, on s'entend. Le fait de confronter des idées, de se dire, de rechallenger des chiffres, de rechallenger des moyens, de ne pas oublier des indicateurs. Un des exemples, on a créé un PNL forcément pour l'entreprise, un bilan comptable. Pas oublier qu'il faut ajouter des coûts des bureaux, ajouter des coûts de gestion, avoir un expert comptable et donc d'en créer une ligne à proprement parler dans notre lecture comptable. Tout ça, j'y aurais pas pensé si j'avais pas été accompagnée par vous. Merci Gwenola. Parlons maintenant des perspectives. Retail Media, on est aux prémices. On voit que ça fait que le marché a été bouillonnant ces dernières années, mais qui commence à devenir de plus en plus mature. Qu'est-ce que tu vois avec ton œil d'experte du marché ? Qu'est-ce que tu vois du retail média ? C'est quoi tes prédictions ou les évolutions du secteur que tu perçois ? Alors, on est dans un secteur qui est très différent entre l'alimentaire, par exemple, où c'est un marché qui est déjà structuré, il y a beaucoup d'annonceurs, il y a beaucoup d'activités, et le bricolage qui est naissant. Qu'est-ce que je vois comme perspective ? Moi, je vois que l'accès à la donnée
sera quelque chose de clé et va transformer littéralement la manière dont on a l'habitude de collaborer entre les industriels et nos enseignes. Aujourd'hui, ils ont accès à de la donnée, mais elle n'est pas structurée, elle n'est pas visible. Donc pour moi, la transformation qu'on va opérer, c'est de parler autour de mêmes chiffres, de manière commune entre l'industriel, l'enseigne et l'activité retail média. Et d'avoir ces indicateurs-là va permettre d'aller créer des nouvelles solutions, créer une nouvelle manière de les lire et d'accélérer les performances des enseignes et des industriels. Donc la donnée, la collaboration autour de la donnée, ça veut dire que toi, dans ta vision, la donnée, c'est quelque chose qui doit être partagé entre les annonceurs et les distributeurs? Moi, je pense que c'est clé de la partager. Ensuite, on a la capacité de savoir quels indicateurs on souhaite partager. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas de sens pour tous. Un des exemples, c'est selon le nombre d'industriels qu'il y a sur une catégorie, ça n'a peut-être pas de sens d'aller partager une part de marché qui permettait de reconsolider l'intégralité de son poids. Pour autant, de se dire qu'on a de la croissance, qu'on arrive à gagner en part de marché, que ce sont des données indicées, ça a beaucoup de valeur dans la compréhension de la performance de l'industriel au sein de l'enseigne. Donc oui, le partage de données, le partage d'informations et d'insights, pour moi, il est clé dans l'avenir de nos activités. J'ai lu quelques tribunes d'experts et des témoignages d'autres personnes de l'industrie qui faisaient part de la fragmentation aujourd'hui au sein du retail média, fragmentation technologique, fragmentation des formats. Aujourd'hui, c'est quelque chose que tu observes toi aussi? Oui, je confirme qu'il y a beaucoup de fragmentation. Ça a déjà été le cas quand je travaillais avant, plutôt côté technologie. C'est un facteur de frein, c'est certain, parce que pour des solutions de facilité, on va se concentrer sur les acteurs qui ont une technologie qui est plus fluide. Pour autant, il y a beaucoup de travail collaboratif qui sont faits par les instances telles que l'IAB ou l'Alliance digitale en France pour faire en sorte qu'on ait des bonnes pratiques communes. Et on a des workshops, des ateliers autour de ça. Donc c'est un frein, mais aujourd'hui il y a des moyens de les résoudre, ne serait-ce que par collaborer et se mettre sur la table pour identifier les bonnes pratiques. Et ensuite, c'est hyper important que chaque distributeur garde son unicité, ses spécificités, pour pas qu'on retrouve la même offre partout chez tout le monde et que ça devienne quelque chose de trop uniformisé. Ok. De toute manière, il y aura la data qui, elle, sera unique à chaque distributeur qui apportera une touche de singularité. C'est vrai. On revient à Kingfisher Retail Media. Quels sont tes objectifs du coup, quels sont tes objectifs pour l'année prochaine ou les grands chantiers que tu as envie d'initier? Dans les grands chantiers qu'on souhaite initier chez Kingfisher Retail Media, il y a forcément l'accélération de nos solutions. Proposer de la diversité aux industriels, ça me paraît être quelque chose, on vient d'en parler juste avant, clé. Un des exemples, c'est de se dire qu'on a des assets uniques, par exemple chez Castorama avec le site de 18h39, ça fait 15 à 20 millions de visiteurs mensuels. On a la possibilité de créer du commerce content spécifique pour des industriels. Faire en sorte que des industriels développent des tutos, développent du contenu, du placement de produits et en même temps génèrent de la vente. Ça, c'est quelque chose de neuf qu'il va falloir qu'on industrialise dans notre pratique. Donc ça, c'est un des exemples. Donc c'est être créatif, développer des nouvelles solutions. Et le deuxième axe de travail que l'on a, c'est finalement rendre accessible de manière simple la donnée pour les industriels comme pour l'interne. Ça, c'est un gros axe de travail où on est dessus pour que ça devienne quelque chose de facile et d'exploitable en 2025. Parfait. Quelle question, Gwenola, je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Si je vais soutenir Auréa là-dedans, comment est-ce que Auréa peut continuer à nous accompagner dans le futur? C'est une très bonne question, Gwenola, très bonne question qu'on n'avait pas préparée. Moi, ce que je vois en discutant avec pas mal de marques, parce qu'on collabore avec beaucoup de marques, ce qu'on voit, l'enjeu de la fragmentation, il est important parce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'une marque, pour investir en retail média sur l'ensemble de ses canaux, elle doit faire face à beaucoup de technologies, différentes, parce que chaque distributeur va avoir une technologie particulière, des formats particuliers. Donc pour moi, il y a une grosse phase de conseil que vous devez, à mon sens, Kingfisher Retail Media, continuer d'apporter aux annonceurs. Et à ce titre, ce que tu disais sur le fait qu'aujourd'hui, vous êtes principalement en manage et pas en self-service, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument continuer pour justement apporter ce conseil et accompagner le marché à devenir plus mature.
Donc nous, ça pourra être un des éléments dont on discutera, mais en tout cas, c'est une forte conviction. Et ensuite, je pense qu'il est compliqué, tu le disais très bien, en 2024, de pas parler de données. Et je pense que là-dessus, il faut continuer à faire bouger les mentalités, tant côté annonceur que côté distributeur, en justement mettant la donnée au cœur des discussions. On ne peut pas parler de dispositif si on n'a pas de la donnée tangible sur laquelle s'appuyer. Donc moi, c'est une très forte croyance et je pense qu'Asti, vous êtes dans la bonne direction. Donc moi, je te souhaite le meilleur là-dessus. Merci. Est-ce que tu as un hack perso, Gwenola, quelque chose, une routine, une idée, un outil, un gris-gris, ce que tu veux, quelque chose qui t'aide au quotidien pour être plus performante, être plus productive, être plus focus, pour passer des bonnes journées. Est-ce que tu as un truc que tu as envie de partager à nos auditeurs ? Moi, je dirais, j'ai 2 hacks perso pour permettre d'accélérer et de s'investir de manière aussi forte dans nos activités et d'aller chercher de la croissance sur cette activité retail média. Il y en a un, c'est mon mari. C'est un hack perso dans le sens où quand on travaille comme on le fait, quand on essaye d'aller créer une boîte, il y a besoin de soutien à la maison. Et donc ça, c'est mon hack perso, c'est d'avoir un bon équilibre vie pro, vie perso et une bonne répartition de la charge mentale. Le deuxième hack que je trouve important, c'est réussir à s'entourer aussi des bonnes équipes, et ça veut dire de les former, de les accompagner, de leur permettre de faire grandir. Et ça va permettre à tous de s'épanouir et de créer un bon cercle vertueux entre intégrer les talents, les accompagner et générer de la croissance tous ensemble. Et tu parlais justement d'équipe. Je crois que tu as travaillé justement avec des organismes qui ne sont pas forcément conventionnels pour justement monter ton équipe. Est-ce que tu veux partager là-dessus ce que tu as mis en place ? Oui, donc on a travaillé avec Origami, si c'est à ça que tu penses, pour nous aider à recruter notamment un alternant qui a rejoint l'équipe il y a maintenant 3 mois. Et Origami permet d'aider des personnes à se développer sur de nouvelles pratiques, du nouveau secteur d'activité, notamment le retail média. Donc, ils ont un gros planning de formation autour du retail média. Et donc, derrière, pour les entreprises, de recruter des alternants qui sont déjà performants dans leur métier. Donc, c'est le cas. On a la chance d'avoir Wilson qui nous a rejoints et qui, du coup, est un facteur d'accélération et d'intégration grâce à Origami. Donc, spéciale dédicace à Wilson aujourd'hui. Parfait. Gwenola, merci beaucoup pour ton temps et d'être prêté au jeu des questions de l'Agora. Je te dis à très bientôt. À très bientôt, Cédric. Merci.